Bonjour à tous, jeudi 11 mars, bienvenue dans votre rendez-vous d'information de la mi-journée sur VIA TV, bien sûr. Dans ce journal, on va s'intéresser à votre ouïe. Et oui, c'est la journée mondiale de l'audition. Comment protéger son capital? Quels sont les signes à surveiller? Quels sont les troubles auditifs les plus fréquents? On en parlera dans un instant avec notre invité de ce direct. Mais à la une de l'actualité locale, d'abord, c'est ce coup de colère des parents des écoles d'application de l'IUFM à Fort-de-France. Ils dénoncent la fermeture annoncée de l'école élémentaire Marius Hurard et de la maternelle Madeleine Landy dès la rentrée prochaine. Ce matin, plusieurs dizaines de parents, d'enfants et certains enseignants bloquaient l'accès aux établissements. Marlène Mec et Yvan Lemar. Moi je trouve ça inadmissible. Vous prenez les jours dépourvus le matin comme ça, vous mettez des palettes comme ça. Des palettes entassées, le passage bloqué. Les parents d'élèves ont frappé fort ce matin devant l'école Marius Hurard et la maternelle Madeleine Landy. Une action à la mesure de leur colère. Il y a 2 jours, ils ont appris la fermeture de ces établissements par la ville de Fort-de-France. En cause, le nombre d'inscriptions insuffisant et la multiplication des dérogations. Les écoles de l'IUFM ne fermeront pas. Ces écoles ont trop d'inscriptions par voie de dérogation et que les chiffres montrent qu'il n'y a pas suffisamment d'inscriptions dans cette école. Par contre, quand nous avons fait nos enquêtes, l'école où on veut envoyer nos enfants, c'est-à-dire à l'école de Pointe-des-Nègres, les enfants sont également inscrits dans cette école par voie de dérogation essentiellement. Et les chiffres, nous avons davantage d'élèves inscrits dans cette école qu'à l'école de Pointe-des-Nègres. Une fermeture que les parents refusent. Près de 300 écoliers de 3 à 10 ans sont concernés. Ils pourraient être réorientés vers l'école Pointe-des-Nègres. Nous avons nos habitudes dans notre école et qu'on n'accepte pas de fermer notre école et qu'on est un petit peu déçus. On aurait aimé aller à l'école et qu'on aurait aussi aimé que notre école reste ouverte. Si nous mettent à l'école des Pointe-des-Nègres, peut-être que ça sera plus difficile parce que ça sera plus loin, alors que là, peut-être qu'ils sont plus près de l'école. On aurait aimé que les 2 écoles restent ouvertes parce que moi, j'ai été à Madeleine Landy et je suis à Marius Hurard aussi. Un mouvement soutenu par certains enseignants qui ne comprennent pas cette décision jugée unilatérale. Autant les parents que les élèves, que les enseignants sont en difficulté face à cette situation qui se présente à eux. Fermeture d'école, ça veut dire pour les parents chercher une autre école, même si on leur propose certaines écoles. Ça veut dire pour les enseignants participer au mouvement, chercher une autre école. Donc il y a toute une organisation. Donc du jour au lendemain, on ne vient pas imposer une fermeture sans concertation. Une délégation de parents d'élèves et d'enseignants doit être reçue en mairie cet après-midi à 17h. Et que devra-t-on faire si un tsunami s'abat sur notre île après qu'un tremblement de terre de magnitude 8,5 touche les îles du nord de la Caraïbe? C'est un scénario qui est peu réjouissant, mais c'est une question importante. Et depuis 10 heures ce matin, c'est un exercice grandeur nature qui a lieu dans une quarantaine de pays de la Caraïbe. Il s'agit du Carib Wave 2021. Et l'objectif, c'est de tester la capacité de réaction et de coordination des États et des collectivités. Précision recueillie par Yvan Lemar. Alors cet exercice mobilise l'ensemble des services de l'État, mais également des collectivités, mais aussi indirectement des citoyens. Alors c'est un exercice et dans le cadre du contexte Covid, on n'organisera pas de manière réelle des évacuations pour garder un contexte sanitaire. Pour autant, l'ensemble de ces personnes ont été mobilisées dans le cadre de cet exercice pour réfléchir aux procédures, pour s'assurer que les procédures fonctionnent. Voilà, donc ces exercices, bien évidemment, ont pour but de maintenir également les compétences des acteurs de la gestion de crise pour que si ça arrive, on soit le plus performant possible. Et ces exercices ont vocation, comme très souvent, à identifier des enseignants, des points améliorés, donc qui feront l'objet d'un retour d'expérience avec ces exercices pour être encore plus performants. Et un peu de détente à présent. Je vous propose une balade du côté de l'île et Ramiers et un saut dans le passé, en 1826 plus précisément. D'ici la fin du mois, Carisco va lancer une application de visite 3D de l'îlet basée sur une reconstitution historique. L'association en charge de l'entretien et de l'animation de l'île et Ramiers va ainsi permettre à tous de visiter le site. Même depuis votre canapé, ce sera possible. Un moyen de préserver l'environnement. On écoute tout de suite les précisions recueillies par Yvan Lemar et il s'agit de Victor Bernard. Il y a tout simplement une partie visite dans laquelle on a plusieurs boutons
qui sont en fait différentes caméras qui permettent de visualiser les différents bâtiments clés du fort, comme par exemple l'atelier, les casernes, les batteries à canon, avec quelques petites informations supplémentaires qui défileront. Il y a également une fonction de scan de QR code intégrée directement à l'application qui permet, une fois sur l'îlet, de scanner les QR codes qui seront placés sur les différents bâtiments directement pour arriver au bon endroit dans l'application. J'ai récupéré des plans historiques datant de l'époque, à partir desquels j'ai pu faire une modélisation en 3D du fort. Et après, en utilisant des moteurs de développement de jeux vidéo, j'ai pu créer tout l'environnement qui allait autour pour avoir une expérience un peu plus réaliste et vivante, plutôt qu'une simple reconstitution en 3D. Et chaque jour, je sais que vous attendez aussi avec impatience le sujet de notre City Reporter. C'est bien sûr ce sujet qui nous plonge en immersion au cœur de nos communes. Et cette fois-ci, Dina Peria a participé à une marche au travers des plaines sucrières de Rivière-Salée. C'est l'association Acier Trempé, créée dans les années 50, qui est à l'origine de ce partage autour de la vie des ouvriers de la canne à sucre au siècle dernier. Sur les traces de la rue Cazenègre, cette marche dominicale à travers la plaine sucrière de Rivière-Salée évoque de vifs souvenirs. Cette usine avait une capacité de broyer 1100 tonnes de canne en 24 heures. En 24 heures. C'est-à-dire que ça tournait 6 heures, 2 heures, 6 heures, 14 heures, 14 heures, 10 heures, et 10 heures, 6 heures du matin. On disait 3 quarts. Et on appelait le canal Moulin qui prenait l'eau de la rivière salée, de Petit Beau, qui alimentait les chaudières de cette usine pour refroidir le chaud, c'était trop chaud. Et en même temps, ce canal servait à laver les cannes. Depuis plus de 60 ans, l'association Acier Trempé, créée par les cadres et les ouvriers de l'usine de sucre Le Guillot, fait découvrir le parcours de ceux qui travaillaient la canne à sucre au siècle dernier. Nous avons traversé tout la partie sucrière de Rivière-Salée et nous avons fait Petit-Mort, nous avons fait le quartier, nous avons fait Trenel, Trenel et Petit-Mort, nous avons fait le Berton. Il y a des difficultés, mais c'est une marche découverte de Rivière-Salée. L'occasion pour les visiteurs de découvrir l'histoire de la Martinique tout en réalisant cette prouesse sportive. C'était ma première marche, donc la remise à niveau qui est importante, mais c'était très convivial. Une marche donc qui prend tout son sens alors même que la saison de la coupe de la canne bat son plein. Et on ouvre à présent cette page de l'actualité nationale avec l'avancement de la campagne de vaccination contre le Covid-19. Elle s'est nettement accélérée ces dernières semaines, mais dans les zones rurales, les médecins et les maires alertent sur le manque de doses. C'est le cas notamment en Moselle, à Romelfing, Guillaume Gruber et Vincent Rucli. On s'intéresse aussi à nos étudiants. Avec la crise sanitaire, il est difficile de trouver des petits boulots. La petite ville de Pontivy, dans le Morbihan, a lancé une belle initiative. La mairie propose à des étudiants de donner des cours de soutien scolaire aux élèves de la commune et c'est gratuit pour les familles, une solution gagnant-gagnant. Margot Madescler est journée mondiale de l'audition. Alors on en profite pour en savoir plus sur les troubles qui y sont associés avec notre invité de ce journal. C'est le docteur Célia Guérin-Lebailly, chef du service ORL au CHU de Martinique. Alors bonjour docteur, merci d'avoir accepté cet entretien. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ça représente peut-être en nombre de patients et également quels sont les troubles de l'audition que l'on va retrouver le plus fréquemment? Bonjour, merci donc de m'avoir invité pour cette interview. En nombre de patients, je ne pourrais pas vous donner exactement le nombre de patients parce que ça correspond à une patientèle qui concerne l'hôpital mais aussi la ville. C'est un nombre accru de patients avec le vieillissement de la population. Et donc ce que nous avons souhaité, c'est pouvoir alerter et sensibiliser la population à la nécessité de prévenir les troubles auditifs et la dégradation auditive. Alors justement, est-ce qu'il y a peut-être certains signes auxquels on doit être attentif, certains signes qui peuvent justement trahir un trouble qui serait en train de s'installer ?
Alors, il y a deux situations. Il y a les petits-enfants qui ont un dépistage systématique et pour lesquels une surdité serait plus légère, on a un retard de langage et qui sont adressés vers nous pour dépister. Et chez les patients plus âgés, c'est un début d'isolement. On peut avoir même des facteurs favorisant une démence, un repli sur soi ou des difficultés de communication qui vont s'installer et qui, en étant dépistés précocement, peuvent éviter un isolement, une dégradation du patient qui sera appareillé et pourra donc reprendre une communication meilleure. Alors comment se passe justement ce dépistage au niveau technique? Est-ce que c'est facile de se faire dépister finalement? Alors là, aujourd'hui, c'est une journée porte ouverte. Donc, nous avons effectué un dépistage systématique pour les personnes qui se présentaient aujourd'hui. Nous avons une vingtaine de personnes qui ont pu en bénéficier. Sinon, par ailleurs, il y a dans les centres d'audioprothèse des dépistages qui sont faits, mais la validation et le diagnostic d'une perte auditive se fera par le biais d'une consultation auprès d'un ORL de ville ou de l'hôpital qui effectuera un examen ORL et un test auditif afin de confirmer s'il y a ou pas déficit auditif et en fonction du type de déficit, adapter la prise en charge nécessaire. On parle de ce précieux sens, l'audition. Est-ce qu'il y a peut-être certaines habitudes que l'on peut prendre, certaines choses que l'on peut faire tout simplement pour protéger son capital ? Alors ça, c'est important, notamment pour les jeunes ados, pré-ados et aussi pour les moins jeunes. C'est vrai que l'exposition sonore importante comme un traumatisme sonore sur un épisode ou une exposition sonore à moyenne intensité mais sur une durée prolongée va accélérer la dégradation sensorielle de l'oreille interne et peut provoquer et accélérer une baisse auditive qui sera plus précoce. Donc il ne faut pas arrêter d'écouter la musique ni arrêter d'en profiter si on est amateur, mais il faut être conscient qu'il ne faut pas trop s'y exposer et qu'il faut limiter le niveau sonore, en particulier pour les jeunes qui utilisent les écouteurs ou les casques. Peut-être mettre des boules caisses pour sortir. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, toutes ces explications. Exactement. Mais c'est maintenant la fin de cette édition. Merci beaucoup à vous également de nous avoir suivis comme chaque jour pour cette tranche de l'information. Je vous laisse bien sûr en compagnie de nos programmes. Ne manquez pas à 18h10 l'équipe du Squat. Également à 18h30, Régine Germani dans Antche Peia et à 19h, le journal de Jean-Marc Dabreu. Très belle journée, à demain 13h.